Dans cette séquence, je vous propose de définir la façon dont les principes de la dynamique des populations sont mobilisés pour produire des outils d'aide à l'évaluation de l'état des ressources halieutiques pour leur exploitation durable. Une importance particulière sera donnée aux notions de rendement maximum durable et de surexploitation. Pour rappel des notions vues dans les séquences précédentes, un stock désigne une population, c'est-à-dire un ensemble d'individus appartenant à une même espèce, partageant un même habitat et se reproduisant ensemble. Et même si on cherche de plus en plus aujourd'hui à développer des approches pour évaluer l'état des écosystèmes dans leur ensemble, ce que vous verrez dans les séquences suivantes, les approches monospécifiques, c'est-à-dire l'évaluation stock par stock pour chaque espèce, sont encore largement la norme. Pour aider à la gestion des stocks, on va développer des modèles d'évaluation des stocks. Ce sont des représentations mathématiques, plus ou moins simplifiées, des mécanismes biologiques et écologiques qui contrôlent le renouvellement des populations et de la façon dont la pêche va venir perturber ce renouvellement. Et ces modèles vont notamment nous permettre de caractériser un concept fondamental de la gestion des pêches, le rendement maximum durable, RMD. Par définition, le rendement maximum durable désigne la quantité maximum de ressources, de poissons, que l'on peut prélever de façon durable sans mettre en péril le renouvellement de la ressource sur le long terme. Le rendement maximum durable traduit donc un compromis optimal entre exploitation et conservation de la ressource sur le long terme. Plus concrètement, que nous disent ces modèles? Comme on a pu le voir dans la séquence précédente et comme on le voit ici sur la figure, les modèles prédisent que lorsqu'on va augmenter la pression de pêche, l'abondance, ici exprimée en termes de biomasse d'un stock, va se stabiliser à un niveau qui, bien entendu, dépend de la pression de pêche. Plus la pression de pêche est forte, plus l'abondance à l'équilibre va diminuer. Mais on sait aussi que le potentiel reproducteur va diminuer quand la pression de pêche augmente. Et ainsi donc, pour simplifier, lorsque la pression de pêche est faible, on est dans une situation caractérisée par une forte abondance, on a beaucoup d'individus. Comme on laisse les individus grandir, la structure de la population est proche d'une structure sans pêche, caractérisée par une grande proportion d'individus gros et âgés. On a donc une forte biomasse et un fort potentiel reproducteur. À l'inverse, lorsque la pression de pêche est forte, on a peu d'individus survivants. Comme les grands individus ont été pêchés de façon préférentielle, sélective par la pêche, ceux qui restent sont donc tous plutôt jeunes et petits. On a donc une faible biomasse et un faible potentiel reproducteur. Et si l'on regarde maintenant comment vont évoluer les captures, donc c'est la courbe rouge que vous voyez apparaître sur le graphique, alors lorsqu'on augmente la pression de pêche, les captures vont d'abord augmenter, généralement assez vite, et elles vont ensuite atteindre un maximum pour ensuite se mettre à diminuer si on dépasse un certain seuil dans l'intensité d'exploitation. On voit alors apparaître le rendement maximum durable, c'est-à-dire la quantité maximum de capture obtenue pour une mortalité par pêche, ici indiquée FRMD sur le graphique, et qui correspond à une abondance, ici indiquée B pour biomasse RMD, bien sûr bien inférieure à celle d'une population vierge non exploitée, mais suffisamment grande pour permettre de maintenir cet équilibre optimal. Pour donner un ordre de grandeur, pour de nombreux stocks, le niveau de biomasse au rendement maximum durable représente souvent environ un tiers de la biomasse à l'état vierge. Ce rendement maximum durable, c'est un point de référence qui va permettre de définir le statut du stock et d'orienter la gestion. L'objectif de la gestion va consister à réguler la pêche, par des quotas par exemple, pour essayer de maintenir le stock dans cette zone optimale, ici sur la figure, autour du RMD, c'est la zone dite de pleine exploitation. Il s'agit d'éviter des situations de sous-exploitation, obtenues ici pour des pressions de pêche plutôt faibles, à gauche sur le graphique, et caractérisées par le fait que toute augmentation de la pression de pêche va conduire à une augmentation des captures. Et bien entendu, il s'agit aussi d'éviter la surexploitation, obtenue ici pour des pressions de pêche trop fortes et caractérisées par le fait que toute augmentation de la pression de pêche va se caractériser par une diminution des captures. On pêche trop, on n'arrive plus à maintenir le potentiel reproducteur. Et à l'extrême, bien entendu, on veut absolument éviter de rentrer dans cette zone de danger, ici complètement à droite de la figure, caractérisée par une pression de pêche trop forte qui peut engendrer l'effondrement du stock à très court terme.
Alors ça, c'est le schéma de principe général. Mais il faut noter qu'il existe une grande variabilité des configurations autour de ce principe général. Un premier élément, c'est que la réponse des populations à la pression de pêche varie en fonction des caractéristiques biologiques des espèces. Notamment, les espèces caractérisées par une croissance rapide, une forte fécondité, c'est le cas de la sardine par exemple, seront caractérisées par une productivité forte. C'est-à-dire que les captures au rendement maximum durable vont représenter une forte proportion de l'abondance. À l'inverse, les espèces caractérisées par une grande longévité, mais par une faible croissance et une faible fécondité, c'est le cas des requins par exemple, seront caractérisées par une productivité faible. Et cela en fait des espèces biologiquement plus sensibles à la surexploitation. Un deuxième élément qu'il est important d'évoquer est que l'impact de la pression de pêche sur les populations dépend bien sûr de la quantité de poissons que l'on prélève, mais pas seulement, elle dépend aussi de la structure démographique des captures, qui est notamment contrôlée par la taille, donc l'âge, des individus que l'on capture. Et cela dépend notamment des techniques et des engins de pêche. Par exemple, la taille des mailles d'un filet ou d'un chalut va conditionner la taille minimum des poissons retenus dans le filet. Les grandes mailles vont laisser s'échapper les petits poissons. Et d'une manière générale, les captures et la biomasse au rendement maximum durable vont augmenter quand on épargne les individus les plus petits, les plus jeunes. Cela veut dire que, au-delà de la régulation de la quantité de poissons prélevés, un autre levier très important de la gestion des pêches est d'encourager des mesures de gestion qui favorisent le prélèvement des poissons plus gros et plus âgés, en imposant par exemple de pêcher avec des filets de plus grande maille. Voilà, donc en résumé de cette séquence, on retiendra les éléments suivants. Le rendement maximum durable désigne la quantité maximum de ressources que l'on peut prélever de façon durable sans mettre en péril le renouvellement de la ressource sur le long terme. Il traduit un objectif à atteindre pour concilier préservation et exploitation des ressources halieutiques. Le rendement maximum durable, c'est un point de référence qui permet de définir l'état de surexploitation. Ce point de référence est établi à partir de modèles mathématiques pour la dynamique des populations. Et enfin, la dynamique des populations et les points de référence qui en découlent dépendent intimement des caractéristiques biologiques des espèces qui déterminent la productivité des populations. Les espèces les moins productives sont les espèces les plus sensibles à la surexploitation par la pêche. Les points de référence, typiquement le rendement maximum durable, dépendent également de l'âge et de la taille des individus qui sont capturés. Capturer les poissons plus âgés et plus gros permet généralement d'augmenter les captures au rendement maximum durable.